Eh bien, salut tout le monde, bienvenue sur le Super Moi TV. J'espère que vous allez bien. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Franck Pochard. J'interviewe depuis un petit bout de temps maintenant des personnes, des belles personnes qui mettent leur petite pierre pour un monde meilleur. Voilà, on fait chacun notre petite action, en tout cas en étant nous le mieux possible. Et je suis très content d'accueillir aujourd'hui Emmanuel. Bonjour Emmanuel. Bonjour Franck, ça Comme va? Oui, ça va. Je suis content de te revoir. En fait, on a préparé cette interview il y a quelques jours. Et puis, ce que je te disais à toi, je vais le dire effectivement à tout le monde, parce que l'idée, c'est d'être authentique et d'être vrai. C'est en fait, mes chers amis, en fait, ce qui se passe, c'est que très très souvent, alors moi, j'adore me balader dans la nature. Et quand je me balade dans la nature, j'ai toujours une petite pensée pour Emmanuel. Et on va voir pourquoi. Tu vas nous expliquer ça, évidemment. Euh, euh, et du coup, j'avais très envie de partager ce moment-là. On ne s'est pas vu depuis un petit moment, mais c'est ça aussi la vie. C'est-à-dire que parfois, on croise des gens, on voit des gens, et on se dit, tiens, peut-être qu'un jour, il se passera quelque chose avec cette personne-là. Comment, pourquoi, on n'en sait rien, ou peut-être pas. Mais en tout cas, ça reste un vrai moment, un vrai chouette moment de partage. Et voilà, donc j'avais envie que ce moment-là, il se transforme peut-être par quelque chose. Et voilà, on l'a fait. Super, c'est vraiment un plaisir de s'échanger ici. Alors moi, j'avais envie de te poser cette première question, parce que quitte à faire connaissance, eh bien, on va le faire vraiment. Finalement, Mhm. c'est ça. Euh, Parfois, la première question quand on rencontre les gens, c'est qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est, Mm. c'est quoi ton job en fait? Et c'est tellement décalant parfois par rapport à la vie tout court. Et moi, j'aime bien redémarrer par cette question qui était de comment tu étais enfant? Mm. Qu'est-ce qui te parlait enfant? Qu'est-ce qui vibrait en toi enfant? Et du coup, ça va être ma première question pour toi. Ouais, C'était qui la petite Emmanuel? c'est ça. C'est chouette de retourner vers ça parce que ce qu'on est, enfin ce que je suis à presque 50 ans, c'est cette petite Emmanuelle qui vit en moi aussi. Ouais. Et la petite Emmanuelle, moi j'ai grandi en fait dans un grand immeuble qui s'appelle Le Corbusier, la Cité radieuse. Je le dis parce que ça a défini beaucoup de choses dans ma vie en fait. Ce grand immeuble, c'est un grand immeuble en béton à Nantes, en béton armé mais avec plein de couleurs. Et Ouais. ça me définit moi aussi, plein de couleurs, mais avec un parc d'1 hectare. Ah ouais, ok. Et D'accord. donc ce Corbusier, quand il a été conçu, moi je suis née en 71. Et il a été conçu, c'était atypique, exceptionnel. C'était un village en plein ciel et avec toute une conception en fait de communauté de vie où quand j'étais enfant, j'allais à l'école sur le toit. Donc je prenais l'ascenseur et la Ah, maternelle était sur le toit. c'était au-dessus. Ah ouais. Voilà. Excellent. Donc quand même très atypique. Tu m'étonnes. Donc les mamans se retrouvaient sur la cage d'ascenseur, sur le palier des ascenseurs, des fois en peignoir et en chaussons pour nous Ouais. emmener à l'école parce Ah qu'elles ouais, n'avaient pas besoin de sortir. ouais, c'est clair. On avait des passe-plats qui permettaient aux commerçants de nous mettre du pain, du lait, mais voilà, directement. Donc le matin, on pouvait avoir notre pain frais livré par la boulangerie. C'était assez rigolo. La poste était en bas. Enfin, c'était vraiment Un un quartier, quoi, immeuble, un finalement. quartier. Ouais. Voilà, c'est Ouais. ça. Mais dans un immeuble, sur pilotis. Et Excellent, un alors. immeuble, en effet, avec ce parc d'1 hectare. Donc je Ouais. suis urbaine. J'ai grandi en ville, mais toujours avec une vue sur la campagne, sur Hmm. la nature. Et la petite Emmanuelle, la nature, c'est ce qui l'équilibre. Donc ça, c'est la partie de la semaine où je vis avec mes parents dans cet univers-là. Et puis dès qu'il commence à faire beau, eh bien ça, c'est la grande aventure, parce que mes parents Ouais. n'avaient pas trop d'argent, donc on prenait le train jusqu'à Pornic, où on s'organisait avec mes oncles et mes tantes pour s'installer en famille. C'était un peu tribal, hein, notre fonctionnement.
C'est très clanique. Dans la vieille maison familiale qui était dans la campagne à Pornic, à 4 km du bourg. Ah, excellent. Donc, une maison de mes arrière-grands-parents qui a été léguée. Et puis, mes grands-parents s'y sont installés. Mais il y avait toujours la vieille baraque du fond, là, où il y a une grosse chambre commune, donc avec 5 lits, des lits doubles, des lits de place, une deuxième chambre. Et puis, on vit dehors. On vit dans le jardin, pareil, avec plein de fruitiers, le jardinage, D'accord. le tricot, la pétanque, et puis des journées rythmées par le repas du midi, les grillades, voilà, le thé qu'on... Dehors. Une vie Ouais, dehors. dehors, Ouais. toujours. Et puis moi, avec des cousines qui habitent pas loin, et j'étais tout le temps fourrée autour de l'étang du Gros Caillou. On partait en vélo, c'était la grande aventure. D'ailleurs, je me dis, en tant que parent, mes parents, ils étaient cool, hein. Il n'y avait pas de portable pour savoir où on était, et on partait C'est des vrai. fois 4 ou 5 heures Ouais, avec ouais. un petit sac à dos, notre pique-nique, et hop là, on allait découvrir, c'était la grande aventure. Avec cette insouciance et avec ce truc de OK, ça va le faire en fait. Ouais, Ouais, pas de menaces. Oui, c'était vraiment dans une sécurité ouais, assez c'est clair. extraordinaire. Avec des paysans qui étaient pas loin, on allait chercher notre lait, enfin voilà, c'était une insouciance plutôt agréable. Alors quand on devient adolescent, c'est un peu plus compliqué parce que on en a un peu ras-le-bol de cette vie où il faut aller à la campagne, parce que nous, on veut quoi? On veut se retrouver avec les copains, les copines. Ouais. Ouais, c'est ça. Les sorties en discothèque, enfin tout ça, ce genre de Ouais, trucs, quoi. Ouais. ouais, c'était pas trop ça, moi. La discothèque, non, ça n'a jamais été trop mon truc. Mais en tout cas, sorties entre ados C'est ça. et d'avoir Voilà. Ouais, ouais. et Ouais, moins et un peu moins ce côté famille. tout à fait. Tout à fait. Mais voilà la petite Emmanuelle. Puis moi, j'étais la première de deux grandes familles avec beaucoup d'oncles et de tantes. Donc d'un côté, 6 oncles et tantes, de l'autre côté, 10 oncles et tantes. Et j'étais l'aînée de toute cette famille-là, en fait. Ma mère m'a eu à 20 ans, donc il y avait beaucoup de joie, hein, en fait, autour de moi, mais des moyens qui étaient très limités pour mes parents, mais on se débrouillait, beaucoup d'entraide. Et du coup, presque la grande sœur, et la grande sœur a toujours un job, quoi, quelque part, Ouais. quoi. Ah ouais, Euh, ça c'est sûr. J'en ai percé des enfants, des cousins, des cousines. ouais. Tu sais. Et puis oui, j'ai certainement, oui, ouvert les portes pour les autres. Ouais, ça, probablement. Mm. Et du coup, dans ton parcours, donc il y a un moment donné, il y a eu est-ce que cette envie de nature, cette envie, elle est revenue plus forte pour toi à un moment ou un autre de ta vie? Oui, alors en fait, moi j'avais une vocation, c'est vraiment le mot, hein. Moi j'étais destinée dans ma tête à faire du social. Ok, Alors j'étais vraiment dans l'entraide, c'est-à-dire que alors j'ai grandi quand même dans des familles assez militantes, hein, très engagées au niveau syndical et tout, et l'injustice nous insupportait, si d'accord. bien que moi, toute ma vie d'adolescente, j'ai fait en sorte de m'engager pour aider l'humain et surtout les gens qui sont en minorité. Ok, Ça, c'était important. Alors, j'ai des photos de moi petite, hein, où j'ai mes copains turcs par la main. En CP, j'arrive, il y a une petite fille noire qui est là, qui pleure, qui est pas à l'aise. J'étais pas plus à l'aise qu'elle, mais je vais vers elle. Et ouais, j'ai toujours eu cet élan, en fait, vers les gens qui sont beaucoup d'empathie, en fait, où j'ai besoin d'aller rassurer les autres. Parce que, d'accord. bon, je suis pas forcément plus rassurée qu'eux, mais quand même, j'ai besoin d'aller voilà, de me dire, bah, à deux, ça va être mieux, et puis je suis un soutien pour toi. Ouais, Donc ça a été ma vocation, et donc j'ai tout donné pour faire du travail social. Ma mère, elle a repris des études, elle nous a élevés, puis elle a repris des études au CNED en tant que bibliothécaire. Et elle a réussi à rentrer à la fac de sociaux, en fait, en tant que bibliothécaire. Et donc, il y a un truc qu'elle voulait absolument pas, c'est que je vienne sur ses plates-bandes. ah, Donc, elle refusait que je fasse de la sociologie. C'est pour te dire, c'est rigolo. Et waouh, moi, c'est ce que je voulais faire.
Donc j'ai détourné le truc, j'ai été faire un DUT carrière sociale à Rennes à 17 ans. C'était génial, mais j'avais décidé que je ferais de la sociologie et que la société humaine, son fonctionnement de manière globale, c'était ça qui m'animait. Donc j'ai tout fait pour être travailleuse sociale. J'ai commencé à travailler dans les quartiers sur Nantes parce que aller vers l'autre, aller vers celui qui était différent, c'est ça qui m'animait en fait, c'est ça qui faisait vibrer mes cellules. Ouais. Et par contre, c'était plutôt dans les quartiers nantais, donc dans le béton. Et puis, en tant qu'éduc, moi j'étais éducatrice de rue et j'allais vers les jeunes qui étaient les plus marginalisés, Ok. ceux dont on disait qu'on n'en ferait rien. Ouais. C'était les délinquants. Ils étaient en train de fumer en bas de l'escalier, ils faisaient rien, ils rejetaient tout ce qu'on leur proposait. Et nous, notre défi en tant qu'éducateurs, on était à plusieurs, hein, c'était d'aller remettre en toute leur Et la potentialité. lumière en peu, quoi. Ouais, c'était ça, faire la lumière sur ce qu'ils savaient faire, les motiver sur quelque chose qui allait les ramener dans un peu plus de normalisation entre guillemets, parce que Ouais. c'était pas le but, mais en tout cas les aider à être un peu plus acceptés et puis à faire leur place dans la société dans laquelle ils se trouvent, quoi, leur Ouais. donner des clés. Donc c'était génial. Par contre, j'ai beaucoup porté, parce que j'étais avec ma cape de Zorro, C'est ça. la cape de sauveuse. Ouais. Celle qui va aider, ouais, t'inquiète, allez, vas-y, je te tends la main, vas-y, prends-la, ouais, vas-y, je te tire, tout Ouais. ça. Ouais. Et puis j'ai eu des enfants, moi aussi, à ce moment-là, j'ai eu 4 enfants entre 95 et 2009. Donc, voilà, entre ma vie de maman, ma vie de travailleuse sociale fait que j'ai beaucoup donné aux autres. Et que, à un moment, je me suis épuisée. Et là, j'ai dit, oh là, arrivé vers les 40 ans, là, tu sais, la petite crise là, qui fait, oh oh, attention, Et faut moi, que tu j'en prennes suis soin de moi. toi. Ouais. Ouais. Et justement, je me suis reposé cette question, mais qu'est-ce qui t'anime? Qu'est-ce qui est important pour toi? Qui t'étais quand tu étais petite et qu'est-ce qui te faisait vibrer? Tu vois, c'est exactement cette question-là. Et donc, je suis revenue vers la nature. Ouais. J'ai été me former en herboristerie et j'ai remis mes pieds et je me rappelle de ma grand-mère qui disait, tu sais, marcher pieds nus dans la rosée du matin. Alors elle me disait Manou, c'est mon surnom. Manou, ça fait du bien quand quand t'as trop de problèmes là dans ta tête, ça bouillonne. Va marcher pieds nus dans la rosée du matin. Tu vas voir, ça va te laver, te nettoyer, ça va te faire du bien, quoi. Donc voilà, c'est tous ces enseignements de ma grand-mère qui sont revenus. Et puis ce jardin, alors la maison a été vendue, le terrain a été vendu, mon grand-père est décédé. Enfin, il y a eu pas mal d'épreuves dans la famille, de décès aussi, de deuil qui n'était pas Ouais. facile. Mais ce jardin-là, ma grand-mère, elle me disait, je sais que l'ortie ça se mange, mais je l'ai jamais mangé. Tu vois, là c'est de l'arbousier. On m'a dit que ça se mangeait, mais j'ai jamais osé. Ah ouais. C'est fou, hein. Elle a grandi dans le Morbihan, près de la Gacilly. Elle allait cueillir les plantes, mais en fait, elle les utilisait pas. Et pourtant, elle était atypique parce qu'elle faisait déjà de la médecine chinoise, elle faisait de l'acupuncture, elle soignait avec un médecin généraliste acupuncteur. C'était l'un des premiers. Tout le monde le prenait pour un taré. Et elle faisait ça, quoi. Ouais. Et elle a toujours eu des médecines naturelles, mais la phytothérapie en tant que telle, pas tant que ça, quoi. Elle allait plus vers l'homéopathie, vers des transformations. Donc, ça m'a interrogée, ça. Puis mon mari, moi, il est africain, Ok. du Sénégal. Et Ouais. puis, il commençait à vendre aussi sur ses marchés plein de plantes. Puis je disais, oh, c'est quoi ça? Puis alors, au Maghreb, en Afrique noire et tout, il y a plein de choses différentes. Donc, du coup, je commençais à aller chercher, puis il me dit, oh, ça c'est super, tu verrais, le séné, c'est magnifique, c'est laxatif, c'est génial. Ah ouais, mais alors quand j'ai commencé à chercher, je fais, ah ouais, c'est laxatif, mais c'est plus que ça, c'est purgatif. Donc il va peut-être falloir faire attention quand tu le vends. Et puis après, j'ai commencé à regarder la législation, puis j'ai fait, mais attends, en France, t'as pas le droit de vendre ça, quoi. Faut que tu te renseignes, faut que tu Ouais. apprennes, parce qu'il y a une législation sur la pharmacopée française qui est hyper importante. Donc tu prends des risques. Alors là, pour ça que au fur et à mesure, j'ai vraiment eu besoin de me former, en fait, d'apprendre. En Voilà. fait, avec ta grand-mère, tu as mis le doigt sur un truc où elle n'était pas allée chercher ça. Ouais.
prendre le meilleur de ce qu'elle te donnait en disant, bah, vas-y, va expérimenter, hein, comme tu dis, les pieds dans la rosée, tout ça, et avec ton mari qui du coup, de manière presque naïve et en même temps qui connaissait finalement ces plantes, toi, tu as décidé d'aller plus loin encore et te dire, mais il y a quelque chose derrière, il y a quelque chose de vrai qui me parle beaucoup et qui peut faire du bien. C'est ça, ouais. Puis c'est des savoirs traditionnels, c'est-à-dire qu'il y a eu, moi je voyais chez les Marocains, chez les Sénégalais, il y avait encore une transmission qui se faisait. Alors souvent le tradit praticien, c'est lui qui a la connaissance. Puis bon, quand même dans les familles, on faisait des tisanes de quinqueliba, par exemple, au Sénégal, le matin, et je découvrais que le quinqueliba, ça s'appelle le combretum en latin, que Marie-Antoinette Mulot, qui est une herboriste française, elle a travaillé dessus, parce qu'en effet, c'est super bon pour le foie. Donc, du coup, dans des pratiques traditionnelles, je lui disais, regarde ce que j'apprends, c'est génial, en fait, c'est super bon pour le foie, vous prenez ça au quotidien, c'est rigolo, vous prenez ça souvent sur la période de la saison des pluies, un peu plus que d'habitude. Et c'est de manière innée ou spontanée, ben en fait, ça a été une transmission. Mais vous savez plus pourquoi. Donc, c'est redonner en fait du sens à ce qu'on fait de manière naturelle. Ouais. Et puis moi, ma grand-mère, elle m'emmenait quand même, elle avait des pratiques de cueillette. Elle nous emmenait cueillir le pissenlit au printemps, la mâche sauvage. On faisait des salades avec. On n'aimait pas trop ça, nous, quand on était gamin, parce que c'était amer. Mais bon, en fait, le pissenlit, ça ramène du mouvement juste après l'hiver où on a été très sédentaire, où les foies, en général, ils ont bien, on va dire, ils ont été bien encombrés par le chocolat, voire l'alcool ou les gros repas d'hiver. Et le pissenlit ramène du mouvement. Il vient aider. Tu sais, c'est intéressant ce que tu dis dans le sens où quand tu dis en fait quand on est môme, en fait, on n'aime pas certains goûts. Et du coup, moi, ça me parle, tu vois, même par rapport à mon enfance et tout ça. Et en fait, c'est juste qu'on n'est pas habitué, que le palais, il n'est pas éduqué, en fait, avec ce type de goût salé, sucré, enfin, naturellement, en fait. Tout à fait. Et c'est vrai que le palais, il est parfois plus éduqué avec les bonbons, les trop de sucre, les trucs. Et donc, du coup, on perd. En tout cas, c'est ce qui me parle quand tu nous expliques ça. Ouais, c'est vrai, ouais. C'est juste. Mais moi, je dirais que mon boulot aujourd'hui, c'est ça, quoi. C'est que moi, j'ai retrouvé cet émerveillement de l'enfant dans la nature. Et puis cet équilibre, parce que je vis vraiment cet équilibre. J'ai vu avec le confinement, je me suis posé la question à un moment de est-ce que tu joues l'herboriste? Est-ce que tu es vraiment une herboriste? Tu sais? Et puis, j'ai joué le jeu pendant 10 jours de ne pas être dans la nature, d'être sur ma terrasse et dans ma maison. Puis au bout de 10 jours, j'ai dit, mais non, là, j'ai besoin de prendre l'air. Donc, je suis sortie. J'ai osé aller jusqu'à une petite mare pas trop loin de chez moi. Et là, j'ai entendu les grenouilles. Ouais. Alors là, le chant des grenouilles, mais j'ai eu les larmes aux yeux. C'est-à-dire que j'ai dit, mais non, mais j'ai besoin de cette nature, quoi. Ouais. Heureusement, j'ai les oiseaux autour de chez moi. J'entends ces grenouilles, mais la vie, elle continue. Et c'est quand, en effet, tu n'as plus que tu prends conscience de ce qui est important pour toi parce que c'est tellement autour de soi, naturel, que ben voilà, on se pose plus la question si c'est important ou pas. Quand on l'a pu, là, on dit waouh, ça nous manque. Ouais. Donc c'est vraiment ça. Ouais, Donc moi, aujourd'hui, c'est ça, c'est de ramener les gens vers juste reprendre conscience de ce qui les entoure, de ce qui les anime à l'intérieur. Et comme tu dis, si bien c'est par l'expérience sensorielle, c'est parce qu'on goûte, parce qu'on sent, parce qu'on voit, parce qu'on entend, par le toucher. Et c'est la meilleure des expériences. Tu sais, quand j'ai préparé cette interview avec toi, il y a cette question qui est là, qui est qu'est-ce qui t'inspire? Et à la fois, on y répond, là, ensemble. C'est pas se poser 10 000 questions. Et peut-être que tu as une autre réponse, toi, par rapport à ce que tu vas me dire, mais s'inspirer de ce que tu viens de nous dire là, de ce qu'on voit, de ce qu'on mange, de ce qu'on entend, de ce qu'on ressent, par
exemple, quand il y a ce truc de marcher pieds nus, et du coup, les pieds mouillés, c'est aussi ça, la sensation de se dire, tiens, c'est bon, quoi. C'est Ça ça. change de temps. Ouais. Ouais. Oui, puis enfin, c'est tellement harmonieusement agencé. Euh, enfin, je veux dire, déjà, quand on regarde notre corps, la manière de fonctionner du corps, la reliance entre la respiration, les poumons qui viennent nourrir le cœur qui vient nourrir nos émotions, et puis ben, tout ce lien aussi avec les intestins, avec le foie et tout ça, c'est magnifique en fait. Donc, on se regarde soi, puis après on regarde autour de soi, puis on dit ah ouais, ah mais je vois que les arbres, par exemple, ben, je vois que la partie apparente, mais toute cette partie souterraine là des racines, elle est énorme. Et puis, ben, en effet, il y a une communication phytochimique, il y a une communication avec des champignons, et c'est génial. Ouais. Donc, faut que j'aille brancher mon PC. C'est les choses qui reviennent. Excuse-moi, je prends juste 2 minutes. Du coup, moi, je vais raconter une histoire et en même temps, tu pourras m'entendre en même temps que je Génial. rebranche. D'accord? À tout de suite. Alors, du coup, j'en profite. J'ai la parole, du coup, je vais la prendre par rapport à ce que dit Emmanuel. C'est que, effectivement, il y a presque ce truc de. Alors là, c'est mon avis à moi. La nature et nous, c'est pareil. C'est-à-dire que, il y a quelques temps en arrière, j'avais fait cette expérience. Je courais un petit peu plus. Et du coup, bah, Emmanuel est revenu, donc tu vas pouvoir entendre l'histoire. Ouais, j'écoute. Et en fait, je m'étais arrêté après avoir fait un certain nombre de kilomètres, donc un petit peu essoufflé. Et devant moi, j'ai, alors, je sais plus bien, mais en tout cas, c'était la mer ou l'océan, je sais plus. En tout cas, il y avait. Et je m'assois, donc au sol, j'enlève mes baskets, mes chaussettes, et je ferme les yeux, en fait. Et là, j'entends l'océan, en tout cas les vagues, hein, les vagues qui viennent, qui repartent, qui viennent, qui repartent. Et là, en fermant les yeux, j'entends ma respiration. Et je dis, mais en fait, on est fait pareil, l'océan et moi. Ouais. On est fait pareil, c'est la même respiration. C'est ça. C'est pour aller dans ce que tu nous expliques, parce que du coup, c'est les racines des arbres, ça, bah, c'est peut-être aussi nos racines à nous aussi qu'on ne voit pas et avec qui on vit parce qu'on est soi, quoi. Tout à fait. C'est vraiment ça. Puis on peut pas tricher avec la nature. C'est clair. Elle nous ramène dans tous ces éléments. Elle nous ramène à nous, mais aussi dans nos difficultés, dans nos tourments, dans nos blessures, parce que on revient à soi, on revient à l'instant présent, et puis ben, on reprend conscience que oh oui, dis donc, j'ai des petits nœuds là, j'ai des blessures, j'ai des fractures, et puis oh mais oui, quand on bosse, quand on est dans le mouvement, ben, on prend pas le temps de se poser, et puis là on se pose, puis on fait ah mais j'ai envie de pleurer là. J'ai envie de pleurer. Ou là, je suis en colère. Mais pourquoi je suis en colère? Qu'est-ce qui se passe? Quel est le fond des choses? Donc, c'est vraiment, ouais, on revient à des pratiques méditatives. Ouais. Et moi, je me suis autorisé ça encore plus avec ma formation canadienne. C'est la formation avec l'école Flora Medicina. Et en 2016, j'ai eu la chance de partir dans une période qui était très, très mouvementée pour moi parce que ma mère avait une tumeur au cerveau. On arrivait au bout de 5 années à quelque chose qui se dégradait énormément. Et j'avais l'opportunité de partir en stage pour 10 jours. 10 jours. Et au Canada, chez ma prof, dans son jardin à Flora Medicina. Et ma mère m'a dit, vas-y, on prend les enfants, on s'en occupe. Non, tu dois vivre ça, il faut que tu y ailles. Et en plus, j'avais pas d'argent, j'avais fait un crowdfunding, j'ai une super copine graphiste qui m'a fait un magnifique bouquin. Enfin, tout était fait pour que tu y ailles. Partir. Ouais. Et je sortais de ma zone de confort parce que ben moi, la famille, c'est hyper important. Et ben là, j'allais quitter tout le monde, quoi. J'allais quitter mon mari, mes enfants, j'allais quitter ma mère qui était malade, mon père qui était voilà, dans le soutien. J'allais quitter tout ça pour 10 jours.
Mais en fait, ma prof, elle connaissait mon histoire. Donc, elle m'a accueillie pour 10 jours dans une belle toile de tente bleue dans son verger, qui était là-haut, je me rappellerai toujours, très très loin de sa maison et très très loin des autres étudiantes. Et je me suis Ah ouais. retrouvée toute seule dans ce verger et j'ai fait oula, c'est un peu Waouh. touch. Je suis sortie de ma zone de confort avec ma grosse valise, tu vois, j'étais même pas avec mon sac à dos. Et j'allais me retrouver dans cette petite toile de tente bleue là-haut, toute seule. Et en fait, j'ai été accueillie par les lucioles. Et c'était la première fois que j'en voyais. Et je me suis dit, bah non, vas-y, c'est ton chemin là, vas-y. Prends ce chemin-là, monte à ta toile de tente et sens-toi en sécurité parce que ce stage-là, il est important pour toi, pour ta vie, pour ce qui va se passer après et Hmm. profites-en pleinement. Et en fait, j'ai été en profiter, mais pas dans la connaissance que j'allais pouvoir acquérir parce que ça, c'est ce que j'avais eu depuis plusieurs années. J'ai démarré en 2012, donc ça faisait 4 ans que j'apprenais avec elle. Mais en fait, je me suis emparée de ce stage dans tout ce que j'allais vivre à l'intérieur de moi. Et tous les matins, on partait dans le jardin qui était magnifique et on méditait. Et après cette méditation, elle nous disait, partez dans le jardin et laissez-vous attirer par une plante, par un arbre, par quelque chose qui va vous faire du bien. Et là, moi, je me suis posée plusieurs fois près d'un gros peuplier, près de plantes d'ailleurs qui étaient très occidentale, très européenne, et je disais non, je vais pas me poser là quand même, je la connais celle-là, je vais aller voir des plantes que je connais pas, et pourtant je revenais toujours vers celle-là. Hmm. J'ai compris après pourquoi, parce que on revenait ensuite après avoir médité, et puis on reparlait de la plante ou de l'arbre et de ce qui venait nous raconter. Et ce qui est extraordinaire, c'est que les plantes ou les arbres vers lesquels on va, ils viennent nous raconter nous, ils viennent nous raconter ce qu'on traverse. Ouais. Et quand j'allais méditer près de l'Achillée millefeuille. L'Achillée, c'est une magnifique plante avec une fleur, c'est de la famille des astéracées, qui est hémostatique, qui permet de drainer un petit peu Hmm. tout le système hépatique et tout. Enfin, ouais, c'est une belle plante. Ouais. Et son énergie vibratoire, c'est une protection contre les énergies guerrières et les énergies néfastes. Et c'était une période en fait où on est parti aussi à une période où il y avait beaucoup il y avait eu un meurtre en fait qui s'était fait par un musulman auprès d'un prêtre à Rouen. Enfin, c'était horrible. Moi, je Hmm. m'étais coupé des informations et j'avais une étudiante qui était venue me raconter. Puis je dis mais non, mais me raconte pas, je veux Ouais. pas entendre ça. Je suis Ouais. là pour 10 jours, mais je l'avais entendu. Et Ouais. ben ce jour-là, j'ai médité avec l'Aquilée. Comme si l'Aquilée, elle me disait, vas-y, calme-toi, c'est bon, je te mets un petit bouclier autour de toi, pas de problème, t'as raison de sentir que c'est horrible, vas-y, sois en paix, sois en sécurité. Hmm. Et ça m'a porté et j'ai trouvé ça assez extraordinaire. Enfin voilà, moi je pourrais t'en parler pendant des heures. C'est clair. Ce qui est chouette, c'est moi j'ai une question à te poser. Du coup, est-ce que quand tu médites, tu penses à cet arbre? Est-ce qu'il est toujours, est-ce qu'il fait partie de toi maintenant? Alors, quand je médite, euh, en fait, je reviens à moi plus qu'à l'arbre Ouais. et je me laisse ouais, je pense que l'Aquilée, elle fait partie de moi, ouais. Tu vois, je réfléchis pendant que tu me parles parce que, par exemple, là, je suis en train de refaire mon site internet avec une amie. Et en effet, elle m'a dit, quelle est la plante que tu aurais envie de mettre? Et elle m'a dessiné l'Aquilée millefeuille. Donc, tu as raison, Ouais. oui, ça fait partie de moi. Ouais. C'est une plante que j'ai découverte. Puis c'est vrai que je la conseille souvent dans mes accompagnements à des personnes qui sont fragiles. Mais parce que moi, je suis tellement éponge, je suis tellement empathique que j'ai besoin de cette protection-là Ouais. pour pouvoir continuer à être dans la relation à l'autre. Mais j'ai appris à revenir à moi. Ouais. J'ai appris à revenir à ce que je vivais pour éviter d'être dans le transfert avec les autres, pour éviter pour assurer un accompagnement qui est le plus éthique possible en fait. Et Ouais. donc j'apprends à prendre soin de moi. Donc c'est tout mon parcours d'herboriste, c'est ça, c'est que j'apprends à prendre soin de moi. Ça serait un beau message de conclusion. Ouais.
tout à fait. Mm. À prendre soin de soi, en fait. Complètement. Puis revenir à soi en permanence, dans tout ce qui peut arriver dans nos relations avec les autres. Revenir à soi, qu'est-ce qui me déclenche, de quoi j'ai besoin. Et puis, vraiment aller dans cette nature qui équilibre le système nerveux. Et on le ressent tous, hein, je veux dire, ça a été mesuré. La méditation aussi, on a mesuré tout ça sur l'équilibre du système nerveux, mais on a besoin d'apaiser ce système nerveux. C'est comme le cheval au galop, là, de temps en temps, allez, il faut tirer un peu sur les rênes, puis lui dire, calme-toi, tout va bien. Maintenant, tu reviens à toi, et puis après, on va prendre des décisions. Mais prends pas les décisions quand tu es en plein galop, ça sert à rien, ça va pas être juste. Ouais, c'est clair. J'ai tellement envie de te remercier de ce moment-là. Est-ce que tu as envie de rajouter quelque chose? Bah non, moi je vous ai raconté là plein de choses. Et je vous rassure, vous allez nous écouter là bientôt. C'est juste vous donner un tout petit bout de l'histoire d'Emmanuel, parce que l'idée, évidemment, on ne peut pas résumer une vie en une trentaine de minutes, forcément. Mais j'avais vraiment envie qu'on partage ce moment-là, et un grand merci à toi. Avec grand plaisir. Ça me fait très plaisir de le faire. Et on mettra, évidemment, pour ceux qui sont encore plus curieux de sensations, de tout ce qu'on a partagé. Ton site internet est terminé? Alors, il y en a un qui est terminé, qui s'appelle terraherba.fr, mais je pense septembre, on va avoir la clé sur le nouveau, voilà. Et puis, il y a ton compte Facebook. Tout à fait. Il y a plein de endroits où on peut me retrouver. Voilà, puis quand on veut aller chercher les gens, on va les chercher, on les trouve forcément. Donc voilà, un grand merci Emmanuel. Merci Franck. De chouette sincérité et tout ça. Merci à vous tous qui nous suivez, de plus en plus nombreux. Et en fait, moi, j'aime toujours dire cette chose-là, parce que bien sûr, c'est chouette d'aller peut-être toucher plein de gens. Mais ça, c'est important, Emmanuel, j'avais envie de te le dire. Mais si on touchait une seule personne, juste même une seule personne, qui serait vraiment touchée avec le cœur, ses émotions, enfin ses sens, tout simplement. Voilà, c'est ça que j'aime dire, parce que je trouve que c'est important. Voilà. Je vous embrasse tous, je t'embrasse Emmanuel. Plein de belles choses à toi, et un grand merci encore. Merci Franck. N'hésitez pas à vous abonner si vous avez aimé, et découvrir le travail d'Emmanuel. Ça, c'est chouette. À très vite, à très bientôt. Belle journée à vous. Ciao, ciao.